Eugène Vallin, menuisier de l'Art Nouveau. Cette vidéo est l'adaptation d'une conférence donnée à Nancy le 5 juin 2022 pour la Société lorraine des Amis des Arts et des Musées, avant l'ouverture de l'exposition consacrée à Eugène Vallin à la villa La Garenne, à Liverdun, près de Nancy, du 10 juin au 7 août 2022. Elle inclut donc essentiellement des objets qui ont été présentés à cette exposition. Son but n'est pas de résumer sa carrière de menuisier et de décorateur, mais plutôt de faire comprendre l'évolution de son style. Eugène Vallin est donc né en 1856 à Herbévillers, près de Blamont, sous le nom de Camille Eugène Claudel, c'est-à-dire sous le nom de sa mère, Marianne Claudel, et pas précisément avec une cuillère en argent dans la bouche. Son grand-père, Michel Claudel, était menuisier, mais la situation de la famille était tout à fait précaire. Nous n'avons pas de photos de lui enfant, ni même jeune, à part ce mauvais portrait en soldat à l'âge de 20 ans. Il porte alors le nom d'Eugène Vallin depuis 1862, date à laquelle sa mère a épousé le vigneron Sigisbert Vallin. Pour le jeune Eugène, le salut est venu de son oncle Auguste Claudel, qui s'est établi comme menuisier à Nancy en 1852 et qui l'a accueilli dans son foyer par intermittence, puis définitivement à partir de 1864. C'est lui qui veillera à sa scolarité, puis à sa formation en tant qu'apprenti, et bientôt comme ouvrier dans son atelier de menuiserie. En 1873, Eugène Vallin a fréquenté pendant 1 an le cours de modelage de l'école municipale de dessin de Nancy. Et c'est à cette occasion qu'il a fait la connaissance du futur peintre et sculpteur Victor Prouvé. En tant que lecteur de Viollet-le-Duc, Auguste Claudel lui a sans doute transmis un métier, mais peut-être aussi certaines idées philosophiques que nous n'avons pas le temps de développer. Eugène Vallin s'est marié en 1880 avec Émilie Lapique, originaire de Maxéville, une commune de la banlieue de Nancy. Ils ont eu 3 enfants. Auguste, qui deviendra sculpteur puis ébéniste, Madeleine, et enfin Georges, qui deviendra architecte. En 1881, il a succédé à son oncle Auguste et a pris la tête d'un atelier qui était spécialisé dans la menuiserie et le mobilier d'église. Voici rapidement quelques autres photos, vers 1900, vers 1910, et enfin vers 1920, donc peu avant son décès, puisqu'il est mort en 1922. Étant donné la spécialisation de l'atelier de son oncle, il est normal que ses premières réalisations d'exception se trouvent dans les lieux de culte nancéens. Et ce n'est que 2 ans après lui avoir succédé qu'il s'est signalé par un coup d'éclat avec la réalisation des confessionnaux de l'église de Bonsecours, exécutés en style néo-baroque pour se conformer au style de cette église du XVIIIe siècle. La construction de ces confessionnaux et les thèmes utilisés montrent à quel point Vallin était profondément imprégné des styles historiques et qu'il savait à merveille manier tout le répertoire symbolique chrétien, tout en introduisant déjà des éléments personnels dans ses compositions. Notez un petit détail, le fait que cette porte est ajourée. Un peu plus tard, à partir de 1887, Vallin est intervenu dans l'église Saint-Léon, l'une des nouvelles églises de Nancy, construite dans l'extension de Nancy au-delà de la ligne de chemin de fer. Le curé désirait un grand orgue, demandé à la maison Cavaillé-Coll, et placé au revers de la façade. Il a donc été nécessaire de l'installer sur une tribune, selon les plans de l'architecte Louis Lanternier. Vallin a été chargé de cette tribune et du buffet d'orgue en style néo-gothique. La collaboration avec la maison Cavaillé-Coll pour la création de ces buffets d'orgue est ensuite devenue l'une des constantes de l'atelier de Vallin. Cet ensemble présente de nombreuses figures humaines, dont les modèles sont dus au sculpteur Auguste Dujardin, et qui ont été exécutées en galvanoplastie, une technique dont Vallin s'était fait une spécialité. Et parmi ces figures, on trouve à droite, du soubassement de la tribune, le propre buste de Vallin, représenté avec un compas et un plan à la main. La présence de ce buste est assez étonnante car Vallin était ordinairement d'une grande modestie. Parmi les autres figures présentes sur cette tribune d'orgue, on retrouve aussi des portraits-charges de l'organiste en titre, ainsi que des membres du conseil de fabrique de l'église, qui ont été caricaturés avec leurs attributs,
dans la tradition de la satire médiévale. 10 ans plus tard, le conseil de fabrique lui a commandé les portes monumentales de l'église, à l'imitation de celles de la cathédrale de Cologne. Elles ont aussi été exécutées en galvanoplastie sur une armature en chêne. Troisième exemple de réalisation majeure de l'atelier Vallin en matière de mobilier religieux, le maître-autel de l'église Saint-Joseph. Il s'agit là aussi d'une église du Nouveau-Nancy, cette fois en style néo-roman. Grâce à un budget conséquent, Vallin a construit une véritable petite architecture qui sert aussi de socle à une statue du saint. L'autel est enrichi de marbre, de bronze et d'émaux qui étaient aussi de ses spécialités. Après cette réussite, Vallin s'est vu confier d'autres travaux dans l'église, notamment la balustrade de séparation du chœur, le banc d'œuvre, la chaire et les confessionnaux. Bien entendu, il est intervenu dans de nombreuses églises, en Lorraine et au-delà. Mais je vais juste prendre l'exemple de celle de Ville, une petite commune meusienne, mais qui avait des moyens financiers exceptionnels grâce à l'exploitation de sa pierre de taille qui s'exportait à Paris et en Belgique. La commune avait commencé par se faire construire une église assez démesurée, de style roman modernisé, clairement ostentatoire, avec ses 2 clochers, pourvus chacun de 4 horloges. Elle se fera ensuite construire une mairie fastueuse dont nous reparlerons plus tard. Pour le mobilier de l'église, la commune s'était adressée à Vallin à partir de 1891 avec l'objectif d'avoir du beau et du sérieux, comme pour ce siège d'officiant et ce tabouret d'acolyte. Nous allons simplement nous intéresser à quelques détails de ces 2 meubles, comme ce motif végétal sculpté sur la ceinture. Il s'agit d'un épi et de 2 rameaux, sculptés à la manière médiévale, c'est-à-dire non descriptive, et qui sont pourvus d'un motif de lien, ici en forme de bague. Nous reverrons à plusieurs reprises le motif du lien ou de l'agrafe chez Vallin. Notez aussi la forme biseautée des talons des sièges, car nous verrons comment Vallin va la transformer vers 1900. La ceinture de ces sièges paraît presque démesurée, dans la mesure où Vallin a utilisé des arcs en plein cintre et des arcs en anse de panier pour joindre les pieds. On y trouve déjà un certain élan vertical qui s'exprimera plus tard de manière plus dynamique encore. Mais c'est au niveau du confessionnal que se trouve l'élément le plus intéressant, avec cet arc en anse de panier tridimensionnel qui va devenir l'un des motifs les plus marquants de Vallin pour son style moderne. Car il va vouloir élargir son horizon grâce à ses relations avec les architectes et aussi avec le milieu artistique nancéien, notamment avec 2 personnalités de premier plan qui étaient Victor Prouvé et Camille Martin. C'est ainsi qu'il a collaboré avec Victor Prouvé et l'architecte Désiré Bourgon à la réalisation du monument Carnot en 1895-1896. Cet obélisque a été érigé à l'initiative du milieu républicain nancéien à la suite de l'assassinat du président Carnot, 2 ans après sa visite à Nancy où s'était ébauchée l'alliance avec la Russie. Cette photo où Prouvé et Vallin posent avec la maquette du monument est très parlante. Vallin, qui a participé au décor non figuratif, semble regarder plus particulièrement le pyramidion. Et nous voyons en effet sur cette ultime version du pyramidion ce motif d'agrafe qui maintient des rameaux de chêne. Ces rameaux ont d'ailleurs pris la silhouette d'un alérion, l'emblème de la Lorraine, qui était le premier motif décoratif retenu. Et malheureusement, ce pyramidion est tout ce qui nous reste du décor initial en bronze de Prouvé, puisqu'il a été fondu pendant l'occupation pour satisfaire les exigences allemandes en matière de métal. Ce massacre des statues en France n'a par la suite que partiellement été réparé, et il faut tout de même savoir que l'on a envoyé à la fonte des œuvres d'art par milliers pour préserver les cloches des églises. À la même époque, Vallin s'est construit une maison de rapport sur le boulevard Lebeau, avec son nouvel atelier sur la même parcelle. L'atelier étant à gauche du portail, il n'est pas visible sur cette photo. Selon les sources d'époque, Vallin est censé avoir réalisé seul cet ensemble architectural. Mais les recherches menées dans les années 1990 par Claudine Laine, qui avait réalisé son mémoire de master sur Georges Biette,
ont mis en évidence qu'il s'agissait d'une collaboration de Vallin avec le tout jeune élève architecte Georges Biette, lequel avait fait de cet ensemble maison et atelier le sujet de son diplôme final à l'École des Beaux-Arts de Paris. Ils en ont fait la première architecture à arborer des touches modernes à Nancy. Nous ne sommes pas dans une architecture qui peut être rattachée à l'Art nouveau parisien qui a commencé en 1895 et encore moins à l'Art nouveau bruxellois qui a débuté 2 ans plus tôt en 1893. Mais il existe un certain nombre d'éléments modernes significatifs, comme cette volonté rationaliste de décaler la travée de l'escalier d'un demi-niveau pour, d'une part, éclairer correctement les volets de marche et, d'autre part, signaler la localisation de l'escalier sur la façade. Au sommet de la travée du bow window, nous retrouvons cet arc tridimensionnel en anse de panier que nous avons déjà vu sur le confessionnal de l'église de ville. La complicité avec Victor Prouvé se retrouve sur 2 très beaux motifs décoratifs modernes. Premièrement, à l'angle de la corniche, avec cette cariatide émergeant d'entre des tournesols. Ce motif des tournesols a d'ailleurs très certainement été inspiré par l'entrée de la galerie de l'Art Nouveau de Siegfried Bing à Paris, par Louis Bonnier en 1895, que Victor Prouvé connaissait à cette époque. Car il résidait principalement à Paris et se tenait parfaitement au courant de l'évolution stylistique en matière d'architecture et d'art décoratif. Le motif du lien réapparaît ici, et même doublement, puisque vous voyez tout d'abord les tiges de tournesol traverser le support de la cariatide, et de plus, elles sont liées de façon très descriptive par des cordages. La porte de la maison est ajourée à sa partie supérieure, comme celle des confessionnaux de l'église de Bonsecours que nous avons vue tout à l'heure. C'est sur cette porte que se situe l'autre intervention de Prouvé, cette grande poignée boîte aux lettres en bronze qui passe devant des tiges d'ombelle. Et cette ombelle, c'est la grande berce du Caucase, Heracleum montegasianum, une espèce chère à Gallet. La présence de cette plante est le signe probant du rapprochement de Vallin avec Gallet, très certainement par l'entremise de Prouvé, qui collaborait ponctuellement avec lui depuis déjà quelques années. C'est effectivement en 1896 que Gallet demande à Vallin de lui concevoir la porte de ses ateliers, avenue de la Garenne. Sa devise est sculptée sur cette porte « Ma racine est au fond des bois, sur les traverses médianes ». Il me paraît clair que Vallin a construit cette porte à 2 vantaux comme une porte d'église, comme si de facto la verrerie de Gallet devenait un temple où la nature remplaçait Dieu. Pour la structure des vantaux, il a utilisé le thème de l'arbre dont le tronc et les branches inclinées constituent les châssis des panneaux. Et sur les traverses basses, il y a sculpté les racines de l'arbre. 2 ans plus tard, Vallin a reçu la commande d'un aménagement pour la Compagnie Générale Électrique de Nancy, rue Oberlin, proche de son atelier. Il s'agit des menuiseries de 2 portes avec bibliothèque attenante. Nous voyons ici émerger un style moderne, encore assez rigide, sous forte influence néo-médiévale, ce qui lui donne un aspect assez proche du style anglais des Arts and Crafts. Mais ce style moderne est traité à la manière nancéienne, c'est-à-dire qu'il est soumis à des thèmes issus de la nature. Et vous voyez ressurgir le thème de l'arbre, qui sert à la construction des châssis, à nouveau avec ses racines apparentes. Une horloge de parquet était prévue dans le même style. Elle a été exécutée plus tard, en 1903, avec des modifications, mais en respectant le style de 1899. Et puis Vallin a également reçu la commande d'un bureau, qui a été exécuté vers 1900, et pour lequel il a effectué un saut stylistique déterminant. En ceinture, pour lier les pieds au plateau, il a utilisé un grand arc surbaissé, proche de l'arc en anse de panier que nous avons vu sur le fauteuil d'officiant de l'église de ville. Car, à présent, le pied du meuble est constitué par une ombelle qui va de sa racine à sa fleur et qui se distribue en tiges secondaires qui se confondent avec les arcs en ceinture. Cette ombelle, ce n'est pas la grande berce du Caucase de Gallet, mais une ombelle locale assez rare qui n'a pas de nom commun, le laser trilobum. Évidemment, cette ombelle n'est pas vraiment identifiable sur ce bureau, mais comme elle va être intensément utilisée par Vallin,
elle sera plus aisément identifiable sur d'autres meubles, comme nous le verrons plus loin. Et quelle n'a pas été ma surprise de la retrouver séchée dans les pages de son exemplaire personnel du dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc. Et maintenant, regardons plus précisément la base du pied. Nous allons remonter un peu en arrière pour voir deux étapes intermédiaires. Nous partons à nouveau de ce pied du fauteuil d'officiant de l'église de ville. Vous voyez que son talon est biseauté et que toutes les formes sont très géométriques. Ces talons isolent le meuble du sol et en font un objet indépendant de son contexte que l'on peut bouger sans qu'il perde sa signification. Voici une première variation sur une table que je date de 1898 et qui a peut-être appartenu à la station électrique de Nancy, rue du Tapis Vert, c'est-à-dire toute proche à la fois de l'atelier de Vallin et de la CGE. Les talons sont toujours biseautés, mais ce sont maintenant des lignes courbes qui sont utilisées. Un an plus tard, en 1899, sur cette autre table, celle de la salle à manger destinée à l'architecte Georges Biette, les talons des pieds de la table sont toujours biseautés, mais ils se sont arrondis et sur leurs quatre angles, des lignes descendent comme pour s'enfoncer dans le sol. Enfin, vers 1900, pour le bureau de la CGE, ils sont devenus de véritables racines qui ancrent le bureau au sol. La signification du meuble a donc changé. Il est dorénavant intimement relié à son environnement, comme si on ne devait plus le bouger sous peine de le déraciner. Deux autres motifs sont encore à mettre en évidence sur l'épiètement de ces deux tables intermédiaires. Tout d'abord, le pied se divise en plusieurs montants, comme le ferait un tronc se divisant en branches dans la nature. Mais il faut aussi remarquer que ces montants obliques, qui jouent le rôle de console en venant soutenir le plateau, sont aussi des jambes de force, un élément structurel qui est prôné par Viollet-le-Duc dans ses entretiens sur l'architecture. Le second motif, c'est cette torsion des pieds centraux qui, elle aussi, correspond à un phénomène naturel qui est la torsion des troncs des arbres. Vallin connaissait parfaitement ces notions, puisque son fils Auguste en parle dans une conférence. Mais, bien sûr, on songe aussi aux piliers torses de certaines églises de style gothique flamboyant, comme ici à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, que Vallin connaissait bien et où il a travaillé. Donc cette table Biette en 1900 porte en elle des éléments médiévaux, des éléments empruntés à Viollet-le-Duc et des éléments issus de l'assimilation du meuble à une plante. Et à cela, Vallin a encore ajouté des éléments symbolistes comme les épis de blé aux quatre coins et des inscriptions qu'autour de bois soit Jean Joyeux, etc. Ces deux derniers éléments étant dus à l'influence d'Émile Gallé. Il est temps de vous présenter cette salle à manger Biette en entier avec ce dessin aquarellé. Sa desserte ne sera livrée qu'en 1903. De cette salle à manger ne subsistent que les chaises, pour une excellente raison que je vous montrerai un peu plus tard. Sur ces chaises, nous retrouvons les jambes de force obliques à la Viollet-le-Duc qui font office de barreaux, reliant les pieds avant et les pieds arrière. Et voici le buffet qui a été exécuté en 1900. Il reprend les consoles obliques que nous avions aux quatre coins de la table, mais il manque encore sur ce buffet une véritable continuité dans l'ascension des lignes, puisque le corps haut repose sur le corps bas, sans véritable liaison entre les deux. Puisque nous parlions de la salle à manger de l'architecte Georges Biette, voici une seconde collaboration architecturale entre Vallin et Biette pour l'extension de la façade de l'immeuble Gaudin, 97 rue Charles III à Nancy. Grâce à un article de Georges Barbier-Ludwig, cette façade a maintenant été réattribuée entièrement à Eugène Vallin et non plus à Biette, qui se trouve ainsi rétrogradé au rang d'architecte d'exécution. Georges Barbier-Ludwig en fait la démonstration point par point en s'appuyant sur ces éléments structurels et en particulier sur le grand arc en anse de panier qui couronne la baie centrale ainsi que sur celui qui soutient le premier étage. Tous deux sont maintenus à la façade à plusieurs reprises par ce motif d'agrafe cher à Vallin.
Georges Barbier-Ludwig montre aussi que le vocabulaire décoratif de cette façade est bien celui de Vallin et qu'il est issu du Moyen-Âge, via Viollet-le-Duc, et en particulier de ses travaux pour la recréation du château de Pierrefonds. De plus, je vous fais part de l'explication amusante qu'il livre de ces deux motifs décoratifs animaliers du fronton. Ce chat et ce singe ne seraient pas l'illustration d'une quelconque fable, mais des personnifications servant à une satire dans un style médiéval. Sauf qu'ici, il s'agirait d'un sujet d'actualité et local. À cette époque, Gallet se plaignait régulièrement autour de lui de ce que Daume pour la verrerie et Majorelle pour l'ébénisterie le pillaient de façon éhontée. Vallin, qui faisait alors partie du cercle rapproché de Gallet, a forcément entendu ces plaintes et s'est sans doute amusé à représenter ces deux suiveurs de Gallet sous la forme d'animaux qui, si vous me passez l'expression, venaient manger dans la gamelle de Gallet. Ainsi, à gauche, ce chat qui vient piller un nid d'oiseau serait Daume, et à droite, ce singe qui farfouille dans le feuillage à la recherche de fruits serait Majorelle. Dernier motif qui ne laisse aucun doute, c'est ce grand vitrail qui occupe toute la baie du premier étage et qui représente un arbre dont le tronc se confond avec les montants des vantaux et dont les racines sont apparentes, c'est-à-dire ce motif bien particulier à Vallin que nous avons déjà vu tout à l'heure à plusieurs reprises. Il est pratiquement certain que Vallin en a donné le thème à Jacques Gruber qui a été l'auteur du carton définitif. Restons encore avec l'architecte Georges Biette, puisqu'en 1901, il s'est construit un immeuble de rapport, rue de la Commanderie à Nancy, dont il occupait le rez-de-chaussée pour son logement personnel à droite et son cabinet d'architecture à gauche. Et c'est à nouveau à Vallin qu'il a demandé de composer la façade. Et cette fois, la collaboration de Vallin a été pleinement avouée. On y retrouve plusieurs motifs décoratifs néo-médiévaux, communs avec la façade Gaudin, dont les crosses de jeunes plantes sur la corniche du péristyle, le chat sur la souche de la cheminée, mais aussi de nouveaux motifs comme le chardon, emblème de Nancy, à l'angle de la balustrade de la terrasse de l'avant-corps, et surtout l'ombelle sur les ferronneries qui sont très différentes de tout ce qui peut se faire à l'époque, avec l'utilisation de tôles découpées et de cornières franchement rivetées. Ici, c'est la grande berce du Caucase qui a été choisie et qui est reconnaissable à ses grandes feuilles dentelées. La tige d'ombelle semble rebondir dans les espaces vides avant que sa fleur terminale n'éclate. La salle à manger que Vallin avait conçue pour Biette en 1899-1900 se trouvait donc dans l'appartement du rez-de-chaussée, ici, mais patatras, le 11 octobre 1917, pendant un raid aérien allemand, une torpille a détruit les deux travées droites de l'immeuble et donc la salle à manger dont il ne reste que quelques chaises. Après la guerre, par fidélité, Georges Biette reconstruira l'immeuble presque à l'identique. À présent, passons de l'architecture à la menuiserie et voyons quelques devantures commerciales de la même époque qui ont été posées au centre-ville et qui ont vraiment popularisé le style de Vallin. La première, en 1901, est celle du fourreur Goudschaud, aux 4 rue des Dominicains, tout près de la place Stanislas. Sa structure est encore assez raide, mais moderne, dans la mesure où Vallin a choisi de mettre en place une unique très grande vitrine. Cette fois, c'est le laser trilobum, issu des tiges et des racines des montants latéraux, qui se déploie sur le bandeau supérieur. Après plusieurs transformations pas toujours très heureuses, la devanture est plus ou moins revenue à son état initial, à l'exception de la porte qui est une copie, car l'original se trouve chez un particulier dans l'Oise. La même année, Vallin a exécuté cette seconde devanture pour le chapelier Aimé Delchard, aux 2 rue Saint-Dizier. Cette fois, les formes sont beaucoup plus enveloppantes et cette devanture deviendra le prototype de celle que Vallin va dessiner dans les années suivantes pour d'autres commerces. À nouveau, nous retrouvons le laser trilobum, cette fois dans les panneaux en fixé sous verre, mais aussi le thème de l'arbre et de ses racines qui constituent la porte d'entrée, ainsi que les grilles de protection en lame de métal riveté. Sa devanture la plus connue, celle de Vaxeller et compagnie, n'est pas la plus personnelle puisqu'elle résulte d'une collaboration avec l'architecte Émile André. C'est le père d'Émile André, l'architecte Charles André, qui a été chargé par cette chaîne de magasins de prêt-à-porter établie à Bruxelles
de construire ce grand immeuble à structure métallique, rue Saint-Jean, plus 4 travées sur la rue Rographe. Cette grande devanture en acajou de Java sur 2 niveaux a pris comme thème la roue du Pan, qui est stylisée sur les grandes fenêtres en boucle du premier étage. Elle a été agrandie à 2 reprises, tout d'abord sur la droite, en englobant l'angle des 2 rues, puis sur la gauche. Mais actuellement, il n'en reste plus que les 4 travées de la rue Rographe, qui sont passées par toutes les teintes de bordeaux et de marron, et même de bleu vif, ce qui avait entraîné une vive protestation auprès de l'architecte des bâtiments de France, qui a ensuite fait décaper les panneaux de grès émaillés en forme de plumage de paon en partie supérieure. Émile André et Eugène Vallin ont également été chargés de la décoration intérieure raffinée de ce magasin dédié à la mode féminine. Sur la façade, à travers les vitres, on voit l'un des salons d'essayage, comme celui qui est sur la photo de droite. Les portes battantes avec les vitraux de Jacques Gruber sont au musée d'Orsay, mais les 3 portes de la grande armoire sont en collection privée. Comme les portes battantes, elles sont décorées de clématites. À la partie inférieure, ces fleurs et ces feuilles sont sculptées dans l'épaisseur comme une extension de la plate-bande des panneaux. Et à la partie supérieure, elles sont en marqueterie, une technique que Vallin ne pratiquait pas. Ces panneaux supérieurs ont donc été exécutés dans un autre atelier d'ébénisterie nancéien et probablement d'après un carton fourni par Jacques Gruber, dont les clématites étaient l'un de ses motifs favoris, avec les orchidées qui figurent dans le panneau central. Revenons à notre ombelle laser trilobum et à une série d'aménagements de prestige chez des particuliers. Et pour commencer, ces meubles destinés à Jules Crombert, un négociant en charbon, ancien locataire de Vallin et lui aussi domicilié sur le boulevard Lebeau. L'ombelle est abondamment sculptée sur le bois, mais aussi représentée sur les vitraux, peinte sur les panneaux supérieurs, brodée sur les tissus, et elle figure même sur le panneau en bronze du cache-radiateur. Mais c'est grâce à ce cadre de glace en staff que l'identification précise du laser trilobum a pu être faite par un botaniste, en particulier grâce à la forme caractéristique des fruits. Ce cadre en staff était édité et vendu chez un miroitier nancéien. À partir de cette ombelle, Vallin a bâti plusieurs meubles en mettant en évidence les racines à la base, les tiges en tant que montant avec des gaines qui soulignent les départs des tiges secondaires et la fleur au sommet. Avec ses grandes courbes ascendantes, son style exprime pleinement l'idée de la croissance de la plante et c'est pour cela que je le qualifie à ce stade de style expressif. Néanmoins, à cette même époque, il a aussi produit des meubles beaucoup moins ornés, donc moins coûteux, comme cette vitrine d'angle avec une grande vitre concave. Elle est dérivée d'un cabinet avec un panneau en cuir mosaïqué qui figurait dans l'imprimerie d'Albert Bergeret, rue Lionnois. Vallin a poursuivi sa série de salles à manger de prestige avec celle de Tony Dutreux, qui était un ingénieur centralien luxembourgeois très connu dans le monde industriel. Les meubles sont toujours construits sur le principe de l'ombelle et de sa gaine, mais les racines ne sont plus reconnaissables et l'inflorescence a disparu. À ce stade de stylisation, on ne reconnaît plus la plante. Sur ces meubles, l'idée d'une unité organique a conduit à relier les différentes parties, ce qui a impliqué un travail de sculpture tridimensionnelle énorme. De plus, Vallin a introduit l'idée de déformation de la matière. Regardez sur cette desserte de cette même salle à manger, comme le pied central semble freiner et séparer en deux l'écoulement vers l'avant du plateau inférieur. Encore plus démonstratif, sur les tiroirs du buffet qui sont sculptés en plein bois, les plis semblent marquer l'effort de traction que l'on exerce à l'ouverture de ces tiroirs. Toujours sur le buffet, regardez comme la partie supérieure de la niche semble au contraire subir un enfoncement. Ce buffet a été dupliqué et le second exemplaire a été vendu à l'imprimeur Albert Bergeret. Cette fois, le motif sculpté à son sommet est moins luxueux.
Il a été exécuté par Auguste Valin, le fils aîné d'Eugène, et non par Victor Prouvé, comme sur le buffet de Dutreux. L'année suivante, Bergeret a commandé une salle à manger complète pour sa nouvelle maison contiguë à son imprimerie. Je l'ai en partie remise en place au début des années 90, alors que la maison, après avoir été le secrétariat de la faculté de médecine, était devenue le siège de la présidence de l'université de Nancy 1. En voici l'état actuel. Il manque tout de même de nombreux éléments, dont la table à thé, la menuiserie du plafond et surtout la cheminée qui a été détruite par sottise dans les années 50 ou 60 pour en faire des supports de pots de fleurs. Les chaises sont également absentes. Il s'agit du modèle de chaise créé en 1902 pour Dutreux que Valin a conservé pour ses grandes salles à manger. Pour cela, il a considérablement amélioré la chaise de la salle à manger Biette en la rendant plus équilibrée et plus confortable, et toujours avec des jambes de force obliques sur les côtés et maintenant à l'arrière. Juste à côté de la salle à manger, le cabinet de travail a également été entièrement meublé par Valin. Vous reconnaissez un doublon du bureau Crombert, mais cette fois sans les sculptures d'ombelles et avec des poignées simplifiées. Et remarquez aussi, de part et d'autre de la cheminée, des sellettes dont nous allons reparler. La bibliothèque n'est pas visible sur la photo. La voici, c'est un meuble gigantesque, parfaitement équilibré. Deux détails sont intéressants. À la partie inférieure, les poignées de tiroirs disposées de façon oblique sont comme des rejets provenant des tiges d'ombelles qui servent de montant. Et à la partie supérieure, Valin a introduit un segment exaucé au milieu du couronnement. Ici, ce segment est arrondi, mais nous verrons ce que Valin en fera quelques années plus tard. Et pour continuer, Bergeret a aussi commandé une chambre à coucher. À cette occasion, Valin lui a vendu des doublons de meubles un peu plus anciens, comme le lit qui date de 1902, dont l'original avait été exécuté pour son fils aîné Auguste. En revanche, les chevets sont des créations originales, ils sont assez simplement construits. D'autres meubles de la chambre ont été créés spécialement, comme cette petite table et ce fauteuil de repos aux lignes très épurées. L'armoire de la chambre est également le doublon d'un modèle de 1902. J'ai pu faire cette photo de cette armoire démontée, où vous pouvez constater le travail énorme de sculpture tridimensionnelle auquel Valin pouvait se livrer. Dans le reflet de la glace de l'armoire, que voyons-nous d'intéressant? Tout d'abord un prie-dieu, et aussi un crucifix, format XXL, et donc pas besoin d'être un grand détective pour en déduire une forte pratique religieuse chez Bergeret. Cette pratique n'était pas du tout inhabituelle à l'époque, mais elle n'était pas forcément le trait le plus habituel chez les tenants du style moderne. Et toujours dans le reflet, nous voyons aussi un porte-manteau. Nous allons nous approcher de ce porte-manteau pour l'observer de près. Le voici. Il me semble bien que l'on peut y voir des formes phalliques à peine dissimulées. Mais ce n'est pas tout. Car, dans la maison Bergeret, les plaques de propreté, c'est comme cela que ça s'appelle, sont celles-ci. On y distingue quand même clairement une verge, avec au sommet de son gland un motif qui ressemble tout de même à un éjaculat. Ces plaques n'ont pas été créées spécialement pour Bergeret, mais il est probable que Valin ait pris un malin plaisir à en disposer sur plusieurs portes de sa maison. Car Bergeret était assez prude. Pour preuve, j'ai retrouvé aux archives municipales une pétition qu'il avait fait signer à toute la rue pour se plaindre que du fait de l'inachèvement de la voirie, des amoureux venaient se bécoter sous ses fenêtres et que cela donnait lieu à des scènes réalistes que malheureusement l'obscurité ne dissimule pas. Autre indice, habituellement, les décors de plafond peints par Victor Prouvé représentent facilement de jeunes dames peu vêtues dans des poses voluptueuses, comme celle-ci, ou comme celle-ci. Or, chez Bergeret, au plafond du hall, ces créatures perchées dans les arbres sont sagement habillées de tuniques. Donc, avec son porte-manteau et ses plaques de propreté, je suppose que Valin avait pu avoir une pensée un peu moqueuse pour Bergeret.
De même que 2 ans plus tôt, il avait proposé le thème du pan, qui est aussi le symbole de la vanité, pour ce vitrail qui se trouvait au sein de l'imprimerie de Bergeret. Et de plus, la maison Bergeret recèle de nombreux décors au motif de la monnaie du pape, un symbole transparent de l'argent, assez bien à sa place, c'est cet homme qui avait fait une fortune rapide avec la diffusion de ses cartes postales. Nous passons maintenant à l'ensemble le plus prestigieux, réalisé à partir de 1903 pour Charles Masson, l'un des gérants des magasins réunis de Nancy. Cette salle à manger est ici photographiée dans son premier état, dans l'appartement de Masson, rue Mazagran, c'est-à-dire en face des magasins réunis. La voici réaménagée par Vallin pendant la Première Guerre mondiale, dans le nouvel appartement de Masson, cours la Reine à Paris, où il était en charge des succursales parisiennes de la chaîne des magasins réunis. Ce départ vers Paris a pu également être provoqué par l'incendie des magasins réunis en janvier 1916, ce qui a pu entraîner l'utilisation des appartements de la rue Mazagran en tant que surface de vente. Et la voici réinstallée au musée de l'école de Nancy, dans un espace malheureusement un peu trop exigu en longueur. Pour cet ensemble d'exceptions, Vallin a reçu la collaboration de Victor Prouvé pour les panneaux du plafond, pour les cuirs muraux et pour les sculptures de la cheminée et du buffet. Remarquez également cet exceptionnel lustre avec une armature en laiton, dessinée par Vallin, et qui est intimement relié à la menuiserie du plafond. Dans la présentation actuelle, nous allons fixer notre attention sur ce guéridon. Le voici, photographié à part, et vous remarquez tout de suite que sa modénature paraît simplifiée. Il s'agit effectivement du guéridon que Vallin a appelé numéro 4 rectifié, et qui est la simplification de celui-ci qui est à droite. Voici un autre guéridon, numéroté 5, quoiqu'il ait été réalisé avant le numéro 4. Tous les deux ont été conçus dans le même esprit avec de fortes liaisons entre les différentes parties du meuble, ce qui leur donne une unité quasi organique. En fait, ce guéridon numéro 5 procède de la même construction que cette sellette tripode, avec la même stylisation de l'ombelle et la même plasticité des volumes. Et de même que le guéridon numéro 4 rectifié, cette sellette en padouc a eu sa version simplifiée, celle que nous avons vue dans le cabinet de travail de la maison Bergeret. Vallin a donc simplifié ses modèles initiaux, complexes et coûteux, pour des versions moins chères et donc plus faciles à proposer à d'autres clients. Il y a ce côté économique bien sûr, mais il faut aussi prendre en compte que cette simplification correspond également à l'évolution stylistique de Vallin. Dans le même esprit de recherche d'économie, Vallin a créé des modèles d'accessoires qui pouvaient être moulés en laiton et donc reproduits à l'infini. C'est le cas de ces appliques qui ont sans doute été créées pour la mairie de ville. Avec des modèles à 3 branches et à 2 branches pouvant s'accrocher au plafond ou sur un mur. Elles sont la simplification de modèles un peu plus anciens créés pour certaines salles à manger. Et aussi ce modèle de pater. À son revers, on trouve cette inscription déposée SB, mais jusqu'à présent nous n'avons pas pu en identifier le fondeur ni l'éditeur. Mais nous savons que ces patères ont bien été édités puisque le Café de la Comédie à Toul, meublé par Gauthier Poinsignon, en possédait plusieurs exemplaires, à 1 ou à 3 branches. Les poignées de tiroirs sculptées en plein bois que nous avons vus précédemment ont pu être remplacées sur certains meubles par ce modèle de poignée à plis, moulé en laiton. Vallin a créé d'autres modèles de poignées, dont celle-ci, très élégante, posée sur les portes de l'immeuble Margot rue Stanislas. Et bien sûr, les plaques de propreté que nous avons vues tout à l'heure, ainsi que la béquille en forme de gaine d'ombelle qui est apparue sur les portes de la mairie de ville. Mais Vallin, qui aurait donc pu jouer le rôle d'un artiste industriel, comme il l'indiquait sur son papier à en-tête, c'est-à-dire fournissant des modèles aux industriels d'art, gardait en général ces modèles pour ses propres aménagements. En revanche, dans le domaine de la céramique, le troisième matériau pouvant se mouler après le staff et le bronze, Vallin a cette fois été directement sollicité par la société anonyme des produits céramiques de Rambervillers,
qui a lancé à partir de 1903 l'édition de nombreux objets en grès émaillé dont beaucoup ont été demandés aux membres de l'école de Nancy. Vallin a fourni ce modèle de cheminée qui a sans doute été édité à très peu d'exemplaires. Et aussi 2 modèles de carreaux à 1 et 3 fleurettes qui ont eu un bon succès. Vallin les a utilisés sur ses propres cheminées, comme ici à la mairie de Ville, mais on en trouve aussi sur certaines cheminées de Majorelle. On y retrouve à nouveau ce motif du lien avec ce bandeau derrière lequel passe la tige de la fleur. Je profite de cette image pour vous montrer un exemplaire de la pendule de Gruber qui est sur la cheminée. Elle fait partie d'un chapitre à part entière que je ne développe pas dans cette conférence, mais qui est très important, celui des suiveurs de Vallin, car ils ont été très nombreux. Puisque nous sommes sur une image de l'exposition d'art décoratif de 1904, voici la salle à manger que Vallin a exposée à cette occasion et qu'il a conservée pour l'exposer à différentes reprises. Son style expressif a acquis une maturité complète. Lors de cette exposition, il a encore montré d'autres meubles exceptionnels, comme cette extraordinaire vitrine circulaire qui se trouve au musée de l'école de Nancy. Et à la même époque, il a créé à 2 exemplaires ce grand tourniquet à dessin, dont je vous montre le piétement d'une incroyable complexité. Et pour cette exposition d'art décoratif en 1904, il a revêtu toute la galerie sud de la salle Poirel d'un habillage en staff, intégrant de grandes peintures murales de Victor Prouvé et d'autres artistes lorrains. Après cet habillage intérieur, revenons sur l'habillage extérieur de bâtiments. Nous en étions restés à la façade de l'immeuble Biette en 1902. L'année suivante, et toujours avec Georges Biette, Vallin a donné la façade de l'immeuble Aimé, que tous les Nancéiens connaissent bien puisqu'elle abrite une agence de la Société Générale depuis sa construction. Cet immeuble de rapport étant au centre-ville, Vallin et Biette lui ont donné un aspect très symétrique, tout en introduisant un porche remarquable avec 2 arcs s'ouvrant à partir d'un pilier central comme des ailes de papillon, et aussi un linteau métallique arqué au 4e étage. Un peu plus tard, en 1904-1905, et un peu plus en périphérie, sur la rue Stanislas, l'immeuble Margot est un immeuble de rapport édifié pour un couple de rentiers. Les architectes sont cette fois Henri Guton et Joseph Hornecker, qui ont initialement élaboré une façade assez compliquée. Et Vallin va être appelé pour la simplifier, ce dont il va très bien s'acquitter. Sur cette vue de 3/4, regardez comme il a réussi à équilibrer l'intérêt entre les 2 travées, dont l'une à droite est renflée. Et regardez comme il a utilisé sa fameuse courbe tridimensionnelle qui couronne les grandes baies. La seule concession à la botanique est un médaillon de datura sculpté entre les 2 travées, au 3e étage. Nous y retrouvons à 2 endroits ce motif de lien qui semble maintenir les fleurs sur la façade, un peu comme si la tige était passée à travers la matière, ou comme une plante maintenue sur une planche de collection botanique. C'est le même tandem d'architectes, Guton et Hornecker, qui a aussi fait appel à lui pour le remodelage de la façade de la mairie de Ville. Vous vous souvenez de cette petite commune meusienne qui bénéficiait d'importants moyens financiers grâce à l'exploitation de sa pierre de taille. Cette fois, il s'agissait plutôt d'enrichir la façade, de façon à magnifier la pierre de Ville et de passer d'une banale construction néo-renaissance à un bâtiment de style moderne. Après la façade, Vallin a été chargé de créer une enveloppe interne à l'intérieur du bâtiment, et en particulier pour la salle des fêtes, grandiose pour une si petite commune. Elle a été réalisée en bois et en staff de 1906 à 1907. Son plafond intègre un éclairage électrique et son décor mêle la symbolique républicaine à la symbolique naturaliste. En voici une photo prise en 1994, quelques semaines avant que des scouts ne mettent le feu à la toiture en s'amusant à brûler des journaux dans le grenier, ce qui, ajouté à l'eau déversée par les pompiers, a détruit une partie des décors en staff du 1er étage. Heureusement, tout a été restauré de façon exemplaire. Autre enveloppe interne exceptionnelle, la salle du 1er étage du restaurant Moitrier à Metz vers 1906, cette fois entièrement en bois.
Ici, le budget a permis de compléter le décor par des panneaux décoratifs peints, ce qui est souvent prévu par Vallin, mais pas toujours réalisé, faute de moyens. Très peu d'éléments subsistent de cette salle, car malheureusement, elle aussi a brûlé, cette fois en 1969. Seules quelques portes ont été sauvées. Repartons sur une enveloppe externe de bâtiment. À nouveau avec l'architecte Georges Biette, pour le restaurant Jacob Chapelu, rue Mazagran, 1906. Mais cette fois-ci, en expérimentant un nouveau matériau, le ciment armé. Et c'est vrai que ce matériau qui se moule et qui donne donc un résultat continu paraît particulièrement bien adapté au style de Vallin, et même mieux que des matériaux discontinus comme la pierre ou le bois, dont il faut masquer les raccords. Mais c'est un matériau difficile à mettre en œuvre. Et la façade de ce restaurant n'a pas été au-delà d'une seule travée sans que l'on sache vraiment pourquoi. C'est la seule photo que nous en possédons, et encore s'agit-il d'un détail d'une photo plus large, juste après l'incendie des magasins réunis en janvier 1916, qui se trouvait de l'autre côté de la rue, ce qui explique la présence de ces débris qui jonchent le sol. Mais cela n'a pas découragé Vallin de l'employer à nouveau pour le pavillon de l'école de Nancy, à l'exposition internationale de l'Est de la France en 1909. Ce dessin, datant de 1908, montre qu'initialement, un parement en pierre de taille était prévu sur le gros œuvre en béton armé. Finalement, Vallin a décidé de le construire entièrement en ciment armé. D'une part pour en abaisser le coût, et d'autre part parce que, selon ses propres mots, cela lui permettait d'exprimer l'unité de la matière et l'harmonie des lignes. Mais la réalisation du pavillon a été un échec cuisant car il n'a pas pu être terminé, notamment pour sa couverture, sa galerie au premier étage et le décor qui devait orner toutes les baies au lieu de ces ouvertures qui semblent prémonitoires du style art déco. Leur forme en demi-pastille Vichy est simplement une conséquence des consoles métalliques employées par le système de béton armé NBIC. Trop pris par la réalisation chaotique de ce bâtiment, Vallin n'a exposé que peu de meubles à son stand qu'il partageait avec Prouvé. Mais cette photo montre le dessin aquarellé du projet initial de l'intérieur du pavillon qui était exposé. Voici l'image redressée. Le résultat est évidemment très médiocre, mais il montre quand même qu'une vraie richesse de décor était prévue, loin de la sécheresse de ce qui a effectivement été réalisé. En revanche, Vallin a parfaitement réussi la façade en staff du Palais de la Métallurgie qui lui avait été demandée par l'architecte Louis Lanternier. Comme vous l'avez vu sur ces dernières images, son style avait évolué lors de ces dernières années. Et donc, en guise de conclusion, nous allons expliciter cette dernière transformation en un style que j'appelle le style classique de Vallin. En 1903, le motif de la gaine d'ombelle était bien individualisé et appliqué sur les montants. En quelques années, il s'est réduit et géométrisé à l'extrême. Comme sur cette table à ouvrage de 1912 où il ne reste plus qu'un petit ressaut. Puis ce motif a disparu complètement. Autour de 1904, les couronnements des meubles étaient arrondis et les pieds des meubles étaient joints par une moulure arquée. En quelques années, Vallin a introduit un petit segment horizontal exhaussé sur ces couronnements. Et au niveau du piétement, la moulure souple a laissé la place à une ligne brisée. De plus, Vallin a souvent placé au-dessus d'elle ce segment de moulure qui semble se détacher du fond. À partir de 1909, Vallin est donc arrivé à donner un aspect tout à fait différent à ses meubles, à ses menuiseries ou à ses façades. Il y a eu un changement de paradigme puisque leur assimilation à un organisme végétal a disparu et, en accentuant la géométrisation des moulures, Vallin a retrouvé un certain classicisme. Cela n'a pas empêché ses créations de rester passionnantes, comme on peut le voir pour cette vitrine socle. Voici d'autres exemples de cette évolution radicale. Cette banquette n'est pratiquement plus de style école de Nancy. Elle est encore un peu de style art nouveau,
mais elle annonce fortement le style art déco. Il en va de même pour les meubles d'une chambre à coucher que Vallin a exécutés dans la même veine pour Albert Hugnon, un jeune rentier parisien. La raideur et l'inconfort de ce grand canapé de 1911 m'incitent à penser qu'il était dans le hall d'une grande demeure. On y perçoit la réminiscence des stalles d'église que Vallin avait pu fabriquer par ailleurs. Malgré tout, il n'avait pas abandonné aussi facilement l'idée de plasticité de la matière, puisqu'il a continué à intégrer des montants jaillissants de la paroi pour venir soutenir des plateaux. C'est également le cas sur cette paire de consoles. Et finalement, un peu comme une compensation de cette évolution vers la rigueur, il n'a pas hésité à rajouter du décor végétal. Mais à présent, il s'agit d'un décor supplémentaire qui n'est plus intimement lié à la structure du meuble. Ce sont des feuilles et fruits du platane pour le canapé et des algues pour les consoles. Ce motif des algues est probablement à mettre en rapport avec le motif d'algues très présent dans la salle à manger des secondes classes du paquebot France, dont Vallin a été chargé de 1910 à 1912. Il a ainsi travaillé pour la Compagnie Générale Transatlantique jusqu'en 1914. Et pour cette salle à manger, sans doute sa dernière, exécutée pour Max de Laval en 1913-1914, Vallin l'a également enrichi de sculptures d'algues et il a même repris ces belles poignées sculptées en plein bois. En voici l'argentier, au sommet duquel nous retrouvons encore la grande courbe tridimensionnelle que nous avons vue à plusieurs reprises, ainsi qu'une chaise qui n'a plus grande chose à voir avec celle créée 10 ans plus tôt. Le pauvre Max de Laval n'a pu profiter bien longtemps de sa salle à manger, puisque mobilisé en 1914, il a été tué en Argonne en 1915. Nous terminons par des petits meubles qui peuvent paraître bien modestes, mais qui ont aussi leur intérêt. Il s'agit d'une série de meubles volants qui étaient encore inconnus il y a quelques années, comme cette table carrée, accompagnée de 2 chaises dont les dossiers ressemblent beaucoup à ceux d'un modèle de Majorelle. Et dans le même genre, cette table basse rectangulaire, très fine, qui garde une vraie élégance. Son attribution à Vallin n'était pas évidente au premier abord. On ne pouvait le faire qu'en examinant de près sa modélature et en la rapprochant d'autres modèles qui étaient bien de Vallin. Et aussi en comprenant sa filiation avec ce bureau de dame, présent au pavillon de l'école de Nancy en 1909, et dont les pieds comportent encore une gaine d'ombelle qui a tout simplement été ôtée. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation et j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou à redécouvrir ce grand artiste nancéien. Je vous rappelle que l'exposition qui lui est consacrée se tient dans la très belle villa La Garenne, à Liverdun, à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Elle est accompagnée par un catalogue de 128 pages, très illustré, que vous pouvez commander à la Société Lorraine des Amis des Arts et des Musées, à l'adresse qui s'affiche pour la somme de 20 € franco de port. Nous vous incitons bien sûr à visiter le musée de l'école de Nancy qui contient de nombreuses œuvres de Vallin, le musée d'Orsay qui expose un lit et une vitrine, à vous rendre à la mairie de ville dans la Meuse et bien sûr à parcourir les rues de Nancy.